Chers amis, bonjour. Nouvelle semaine. On attaque de pied ferme. Alors, je vais recommencer à partir d'aujourd'hui à vous lire des chapitres de certains de mes ouvrages. Et notamment, ce matin, je vais vous parler de mon livre sur les addictions. Addiction, prendre le mal à la racine. Pourquoi ce titre? Donc, je vais vous lire ce chapitre-là, sachant qu'il y a eu une émission sur France Inter ce matin et que ce livre va être réédité chez les éditions Nombre 7 d'ici quelques jours. Normalement, si tout se passe bien, avec une nouvelle couverture qui ne sera plus calligraphique pour répondre à la charte visuelle de mon nouvel éditeur. Pourquoi ce titre? Addiction, prendre le mal à la racine. Oui, ça peut sembler étrange comme prétention, et pourtant. J'ai connu un homme qui, voyant son jardin envahi par des arbres spontanés, des frênes, pour ne rien vous cacher, plutôt que de les arracher entièrement par pure facilité, se saisissait du sécateur et les coupait au ras du sol. La racine, elle, vivait toujours, et l'arbre, si petit fût-il, repartait de plus belle. En horticulture, on appelle ça un recépage. Une addiction, c'est exactement pareil. La traiter sans parallèlement chercher à en comprendre la genèse et l'évolution, pour diminuer le risque de récidive, c'est entièrement vain. La conséquence, observée le plus souvent d'ailleurs, consiste dans le fait qu'une addiction est remplacée par une autre, et c'est d'ailleurs en entendant ces propos, je ferme la parenthèse, ouvrez la parenthèse, que j'ai pris la décision d'écrire ce livre. Traiter la racine, mais comment faut-il prendre la bonne? Pour commencer, avoir la sagesse de prendre le mal à la racine est un comportement pour la personne concernée qui, hélas, ne va pas de soi. Avoir pour ambition d'aider quelqu'un à se sortir d'une addiction sans l'inciter à comprendre comment il est devenu addict et comment le piège est en train de se refermer sur lui, c'est voué à l'échec le plus souvent. Mais entendons-nous bien, je ne veux incriminer personne, surtout pas ceux qui en subissent les conséquences dans le cercle le plus proche et pas davantage les addictologues qui, si par miracle, les patients y arrivent. En ce qui concerne ces derniers, je ne sais pas comment ils travaillent. Je ne sais pas s'ils incitent, comme je le recommande, le patient à se... Attends, je rigole parce que... quelle prétention, elle n'est même pas médecin. Non, mais il se trouve qu'on m'a fait savoir que les addictologues s'intéressaient à mon travail, donc j'ai la prétention de dire ça. Je ne sais pas s'ils incitent, comme je le recommande, le patient à se pencher sur l'origine de son addiction ou de ses addictions en l'orientant vers une psychothérapie ou pas. Dans la négative, je les encourage à le faire, mais pour ça, encore faut-il que ces derniers aient un planning qui leur permette de répondre à la demande. Alors que le phénomène d'addiction est de plus en plus important au point que c'est devenu un vrai problème de santé publique, dont l'alcoolisme ne représente qu'une partie, il semble que le nombre de psychologues ait augmenté. Encore faut-il que les consultations soient prises en charge par la sécurité sociale. Et là, je fais une petite pause pour vous rappeler que le gouvernement Macron a pris la décision de faire rembourser 5 séances chez le psychologue, alors qu'en fait, quand quelqu'un a des problèmes graves, 5 séances, c'est le nombre qu'il faut à peu près au psychologue pour voir l'ampleur du problème. Donc ça prouve que c'est vraiment le problème du remboursement des psychothérapies est vraiment pris par-dessus la jambe par le gouvernement. Ça fait absolument aucun doute, et tous les psychologues sont d'accord avec moi. Bon, bref. En ce qui concerne le cercle familial qui souhaiterait l'aider, une des raisons qui fait qu'il n'ose pas aborder le sujet sous l'angle psychologique réside aussi dans le fait que souvent, ils peuvent éventuellement se sentir coupables d'en être en partie ou totalement responsables. Cette culpabilité, qui n'a aucune raison d'être, bien sûr, pour la raison qui est qu'un couple, c'est un binôme d'une grande complexité et que les tensions qui ne manquent pas d'arriver et qui peuvent aller jusqu'au conflit méritent des solutions plus altruistes ou en tout cas plus recevables. C'est de simple communication verbale dont il est alors question. Mais cette culpabilité-là n'en demeure pas moins présente souvent et donc recevable, et elle doit elle aussi être entendue individuellement quelque part. Une autre cause plus courante encore réside dans le fait que même les frères et sœurs, par exemple, sont étroitement liés à l'addict en question, et que c'est par l'origine du mal que le sujet devient plus tabou encore. En somme, en parler à leurs yeux ne ferait que remuer le couteau dans la plaie et faire encore plus de mal que d'en parler. C'est une erreur. Aussi faut-il admettre que cet argument est parfaitement audible, lui aussi.
Alors, si je parle de ça particulièrement, je vais vous donner un cas. Par exemple, au sein d'une famille, plus la famille est nombreuse, plus le risque que ça se produise arrive. Malheureusement, les parents projettent, surtout sur la première fille et sur le premier garçon, tout un tas de trucs que les autres subissent un petit peu moins, on va dire. C'est pour ça que je déconseille vraiment les familles nombreuses. Mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Il arrive par exemple que dans certaines familles, certains enfants aient le sentiment d'être le mal-aimé par rapport à l'autre. Voilà. Hein, vous en avez souvent un qui est sur lequel le père, par exemple, a mis tous les espoirs, il a toutes les qualités, et puis l'autre, évidemment, il a tous les défauts, quoi. Mais c'est valable aussi pour les filles. Hein. Alors, je schématise grosso modo, mais évidemment, s'il y en a un dans la fratrie qui, du coup, souffre d'une addiction, si un des frangins ou une des frangines se permet de ramener sa fraise en disant tu te rends compte, tu bois un peu trop, non, il y aurait bien quelque chose. Évidemment, il peut difficilement comment dire, interférer de façon positive avec la personne qui souffre de telle addiction, parce que justement, il est étroitement lié, ça ne veut pas dire qu'il en est responsable, mais quelque part, il est étroitement lié à la cause même de l'addiction. C'est pour ça que c'est difficile. Le fait alors, oui voilà, le fait alors de simplement évoquer leur enfance douloureuse, parce que quelquefois c'est bien pire que ça, et qu'il puisse persister certains griefs entre certains enfants, constitue comme une pelote de laine d'une grande complexité à démêler. Les racines du mal alors, à la simple idée d'être évoquées, rendent la communication sur le sujet et la conséquence de l'addiction plus difficile encore à aborder. Faire face à des problèmes psychologiques au sein d'une famille ou au sein d'un couple est une chose parfaitement normale et naturelle. Personne, je dis bien absolument personne, y compris au sein des couples les plus idéalisés, les plus médiatisés ou les plus emblématiques et servant de référence ou d'exemple, ne peut prétendre ne jamais avoir connu en son sein le mensonge, la trahison, les engueulades, et ceux qui ne les ont jamais connus, absolument jamais, sont de fiefés menteurs. Je veux dire par là que chaque médaille a son revers, et qu'il n'y a pas à se sentir coupable ou responsable de voir l'autre tomber dans une addiction, y compris si pour une raison ou une autre, observé de l'extérieur, il peut arriver qu'on soit perçu, comme en partie responsable. Cette éventuelle responsabilité n'a pas à engendrer la moindre culpabilité. Il est très important de comprendre cette nuance parce que ça n'est pas la responsabilité qui génère la souffrance, mais la culpabilité. Pour ceux qui auraient du mal à saisir la nuance entre les deux, je dirais que chacun évolue et qu'il arrive que ces évolutions, que ce soit sur le plan affectif, professionnel ou familial, aient pour conséquence que les autres, autour de soi, n'aient pas d'autre possibilité que de s'adapter. Certains refusent ces évolutions d'emblée. Ils refusent de s'y adapter et préfèrent se réfugier dans une forme d'addiction. Il y a ceux qui font face, quitte à consulter un psy pour se faire aider, comme on dit pudiquement, et puis ceux qui souvent, pour diverses raisons, refusent ce travail d'introspection. Mon expérience, et sans vouloir vous faire les misérables versions courtes, m'ont appris que quand on souffre psychologiquement, la seule méthode qui vaille consiste à retrousser ses manches pour en comprendre les raisons. Les différentes causes qui expliquent pourquoi certains refusent cette posture sont diverses. Mais une chose est certaine cependant, c'est que d'avoir recours à des paradis artificiels est le plus souvent dû au fait qu'on refuse d'emblée ce challenge. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Non, c'est tout pour l'instant.